Salut à tous et bienvenue sur mon vlog numéro 1 sur cette chaîne. Donc je vais commencer ici pour ma première critique de film sur le film La fiancée de Frankenstein de James Whale. James Whale, donc réalisateur américain, qui est à la tête des trois plus gros classiques, des- pas des trois plus gros classiques de l'histoire du cinéma, mais d'horreur, mais il détient quand même une bonne place, donc L'homme invisible, Frankenstein, et la fiancée de Frankenstein. Alors déjà, juste, pourquoi je parle de la fiancée de Frankenstein avant de parler du film Frankenstein? En fait, je sais pas, mais j'ai préféré la fiancée de Frankenstein, je vais vous dire pourquoi, mais ça n'empêche pas que je ferai sûrement un vlog sur le film Frankenstein. Donc la fiancée de Frankenstein, c'est chiant à dire, fiancée de Frankenstein. FDF, fiancée de Frankenstein. Bon. La fiancée de Frankenstein, qui est sortie en 1935, qui succède au film Frankenstein, toujours avec Boris Karloff dans le rôle de la créature, la fiancée de Frankenstein, qui appartient elle-même au monstre de ce qu'on appelle les Universal Monsters. Donc Universal, la société de production, la grosse société de production américaine de films. Donc les Universal Monsters qui, euh, qui englobe la momie, l'étrange créature du lac noir, l'homme invisible, Frankenstein, Dracula et d'autres. Donc la fiancée de Frankenstein. Quel beau film. Quel beau film qui a contribué à dresser tous les clichés du cinéma. Mais pas en tant que mal, c'est cliché, on l'a déjà vu 500 fois, non, parce que c'est ce genre de film qui a contribué à ces clichés. Voilà, enfin, on les connaît tous. Le tonnerre, ça fait peur. Les portes qui grincent. Donc voilà, c'est quand on dit c'est un cliché, on fait référence inconsciemment à ces films. Donc voilà, ce film est vraiment bien. Donc pourquoi je l'ai préféré à Frankenstein? Alors, déjà, côté scénario, j'ai trouvé un peu plus envoûtant que le, en grande majuscule, le Frankenstein. Plus envoûtant, ouais, plus il y a plus d'immersion, puisqu'on se sent plus proche du personnage, enfin de la créature, parce que oui, elle devient un petit peu plus humaine, bon, on va rester relatif, un peu plus humaine, par exemple elle prononce quelques mots, euh, mais voilà, c'est vraiment touchant, ça me fait un peu penser au film, un de mes films préférés, Elephant Man de David Lynch, je me rappelle plus de la date de sortie, mais c'est les années 80, filmé en noir et blanc, enfin très typé film des années 30. Et donc dans l'humanité de la créature, je pense que David Lynch ne démentira pas que quand il a fait par exemple voir Elephant Man dans un miroir et mouvement de recul, panique de la part de la créature, je pense pas qu'il démentira le fait que c'est un rapprochement, peut-être pas volontaire, mais rapprochement avec la fiancée de Frankenstein. Donc ouais, Frankenstein prend ici, dans ce deuxième film, prend ici conscience de son apparence, de sa monstruosité, donc l'âme humaine qui se réveille. Et une des scènes les plus touchantes du film, la scène la plus touchante du film, c'est lorsqu'un vieil homme aveugle, donc un homme d'église, à voir sa tenue et dans la maison les croix, son discours avec Dieu et tout ça. C'est très beau parce que vu qu'il ne le voit pas, il le croit handicapé parce que la créature, parce que la créature émet des beuglements, donc du coup il croit qu'il est handicapé et tout, il se forme une certaine affection. Il se forme une certaine affection entre les deux personnages. Par exemple, il lui apprend quelques mots, il lui apprend je parle du prêtre, hein, il lui apprend les bonheurs humains, bon après les
bonheur. Tout ça, il lui fait fumer, il lui fait boire. La créature, lui, découvre lui-même l'amour quelques scènes auparavant. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais essayer de pas faire dans le spoil. Après, du côté... j'aurais dû le mettre en premier, ça, mais bon. Du côté du film, est-ce que la fiancée de Frankenstein est forcément dépendante du film Frankenstein? Est-ce que pour comprendre ce deuxième film, il faut forcément avoir vu le premier? Non, parce que de 1, le film s'ouvre sur un espèce de prologue sur Marie, où on voit le quotidien de ce que je pense, je n'ai pas vérifié, mais ce que je pense être Marie Shelley, donc en 1818, donc celle qui a écrit le livre de Frankenstein, oui, parce que Frankenstein vient d'un livre. Et donc on voit à travers ce prologue un petit résumé du premier Frankenstein. Donc ça ne nous empêche pas de comprendre ce deuxième film. Côté esthétique, c'est vraiment... moi j'adore. Si vous connaissez, vous voyez de quoi je parle, sinon je vais vous expliquer. Donc déjà tout est tourné en studio. Donc toutes les scènes en extérieur dans le film sont tournées en studio. Donc j'aime beaucoup les décors immobiles, les arbres, le ciel derrière, plein de nuages avec une couleur très travaillée, un blanc et noir très équilibré. Donc voilà, entièrement tourné en studio, comme les films par exemple issus de l'expressionnisme allemand, comme Le cabinet du docteur Caligari ou Metropolis de Fritz Lang, M. le Maudit, du même, qui eux également faisaient tout en studio et travaillaient beaucoup également avec les jeux d'ombre. Je sais pas si j'ai de l'ombre là, on voit pas, mais bon c'est pas grave. Les ombres sont projetées sur les murs et nous donnent une autre vision du personnage souvent. Et troisième point en ce qui concerne la fiancée de Frankenstein, et ce qui concerne aussi en général les films de James Whale, il en a pas fait des masses, les trois plus connus, je vous les ai dit précédemment. Précédemment, dans le même épisode, L'homme invisible, Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, donc. Et donc, ce qui est frappant, quand on regarde La fiancée de Frankenstein, donc film de 1935, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la scène où, alors si vous n'aimez pas le moindre spoil, je vous conseille d'arrêter la vidéo, ou de zapper de 1 minute par exemple, où on voit le personnage, avec son nom à la rallonge là, oh putain, ça me fait chier de regarder comme ça, du docteur Pretorius, qui est lui aussi un personnage assez charismatique et qui remplace Frankenstein. Enfin, j'ai trouvé dans le rôle du savant fou, je l'ai trouvé plus fou que Frankenstein lui-même par rapport au premier. Donc, quand le docteur Pretorius, putain ça me fait chier, Pretorius, où il montre ce qu'il a créé. Il a créé en fait des petits bonshommes, enfin des humains quoi, petits quoi, enfin, voilà, des petits bonshommes, ouais. Et donc la qualité, enfin les effets spéciaux pour l'époque, c'est dingue. Quand on voit le docteur comme ça prendre le personnage et le poser ailleurs, c'est fou, enfin. C'est moins impressionnant que dans L'homme invisible, parce que L'homme invisible, j'ai pris une grosse claque. Côté effets spéciaux, c'est renversant, quoi. Le vélo qui pédale tout seul, bon, j'imagine un rail et tout, mais fallait y penser quand même. Puis faut le deviner le rail. La chemise qui se balade en l'air derrière, même on est en 2014, même avec les... Enfin moi je suis pas super doué pour ça, mais je pourrais pas vous faire une chemise qui se balade toute seule en lévitation, non je peux pas. Alors que James Whale a réussi il y a un peu moins d'un siècle. Donc ça c'est balèze le Whale. Donc voilà, je salue
ces effets spéciaux, quoi. En ce qui concerne le personnage, la fiancée de Frankenstein, le personnage à proprement parler, je sais pas trop pourquoi James Whale a appelé le film comme ça, je me suis pas documenté sur ça, mais pourquoi il a appelé le film comme ça? On voit en tout et pour tout le personnage, sa fiancée, 5 minutes dans le film. Et surtout que c'est vraiment pas un élément, ça gravite pas du tout, le film ne gravite pas du tout autour de la fiancée de Frankenstein. Donc voilà, juste petit rajout sur ce point-là. Donc voilà, c'est tout pour là et je vous dis à plus. Ciao.